Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette conférence de presse de la France Insoumise sur le projet de loi Immigration, Asile et Insertion qui a débuté, dont l'examen a débuté lundi soir en deuxième séance et que nous allons certainement continuer jusqu'à au moins vendredi très très tard, voire samedi très très tôt, puisque vous le savez, c'est un projet de loi de près de 40 articles avec plus de 900 amendements qui passent en procédure accélérée. Donc là encore, on reconnaît la stratégie un peu de passage en force qui ne permet, y compris pas, d'avoir des débats sérieux et vraiment travaillés sur un sujet qui est quand même extrêmement important, extrêmement grave, et qui, à mon sens, ce projet de loi et le débat et la manière dont il se mène, à la fois sur le fond et sur la forme, est emblématique, malheureusement, de ce gouvernement et de cette majorité, de la manière dont le gouvernement, la majorité, sous l'égide de son président Macron, a décidé de se positionner comme une majorité de droite, voire même très à droite sur un certain nombre de questions. On l'a vu sur les questions sociales, on le voit aussi, on l'a vu sur les questions démocratiques, on le voit aussi du coup sur ces questions qui embrassent à la fois les questions internationales, mais aussi de droits fondamentaux et tout simplement de principes humanistes que recouvrent les problématiques d'asile et d'immigration. Alors, la France Insoumise a décidé de s'inscrire dans ce débat comme sur tous les dossiers, à la fois en opposition très claire, ferme et déterminée à ce projet de loi, puisque nous estimons, tout comme plus de 450 associations de défense des droits humains, de soutien aux migrants et immigrantes, tout comme le Défenseur des droits, tout comme la CNCDH, tout comme l'UNICEF et des organisations nationales et internationales, que ce projet de loi est à la fois inopportun, inefficace et dangereux. Inopportun puisque c'est l'avis du Conseil d'État qui questionne le fait de faire une nouvelle loi à peine un an après les dernières dispositions législatives. Inefficace parce que de l'avis de tous les acteurs et actrices de terrain, notamment du point de vue des magistrats, des avocats, des agents de l'OFPRA ou de la CNCDH, il ne pose pas, y compris les problèmes de traitement de dossiers, les problèmes surtout de moyens humains pour assurer un véritable travail sur les dossiers des demandeurs et des demandeuses d'asile. Il ne donne pas les moyens à l'administration et aux agents de faire correctement leur travail. Au contraire, il y a des risques de contentieux qui vont être plus nombreux. Et on va empiler à nouveau un certain nombre de procédures là où il aurait fallu mettre à plat. Et puis dangereux, parce qu'on se trouve dans une posture politique qui prétend montrer de la fermeté et de l'humanité, mais où on a surtout de la fermeté. On ouvre les vannes et on légitime un discours qu'on a entendu pendant des années venant de l'extrême droite, du Front National. Depuis des années, malheureusement, ça a été repris sur à peu près tous les échiquiers politiques. Et aujourd'hui, on a un gouvernement dont le ministre affirme en commission des lois que notre pays va être submergé par des hordes venues d'Afrique. Voilà, un discours complètement à la fois caricatural et avec tous le relent xénophobe qu'on a entendu malheureusement depuis très longtemps. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est de souvenir, c'est le gouvernement, la majorité Sarkozy qui pouvait avoir ce genre de décomplexion. Mais voilà, donc le vrai visage du gouvernement Macron sur ces questions, il est clairement dans une posture de communication qui va rendre, et je finis là-dessus, surtout la vie, la réalité, les difficultés des personnes migrantes et migrantes dont on connaît, et ça a été dénoncé depuis des mois par les associations,
extrêmement difficile. Moi-même, sur ma circonscription, 17e circonscription de Paris, que ce soit dans le 18e ou 19e arrondissement, ce sont des dizaines de migrants et de migrantes qui errent dans les rues sans hébergement. Aujourd'hui, sur les bords du canal, de plus en plus de tentes sont installées pour qu'ils aient un abri. Porte de la Chapelle, il y a quelques semaines, un jeune homme est mort sur une bouche d'aération. Voilà, ce type de réalité, ce type de drame est exploité par aujourd'hui le gouvernement au motif de trier entre les bons et les mauvais migrants, ceux qui auraient droit ou vocation à être protégés et les autres. On a des amalgames qui sont faits entre les personnes qui sont victimes de ces migrations forcées et les passeurs et des terroristes. Enfin, un débat extrêmement nauséabond. Et nous nous inscrivons en faux sur ce discours avec à la fois des propositions en opposition avec cette vision générale, et puis des propositions qui affirment qu'on peut aujourd'hui avoir une politique migratoire à la fois humaniste et réaliste, à la fois solidaire et efficace. Et je vais laisser mes collègues présenter les principaux axes de notre proposition alternative à ce que fait aujourd'hui le gouvernement, qui s'inspire des nombreuses auditions que nous avons faites dans la préparation de ce projet de loi, également du travail qui avait été précédemment fait dans le cadre de la campagne électorale avec le travail des équipes thématiques sur les migrations, et puis de tout ce qui est écrit et développé et expérimenté par les nombreuses associations, les nombreux bénévoles, les nombreux et nombreuses citoyens et citoyennes solidaires qui aujourd'hui relèvent un peu l'honneur de la France en perpétuant cette tradition d'accueil et de solidarité qu'aujourd'hui le gouvernement et sa majorité foulent aux pieds. Donc je vais laisser la parole à Eric, Clémentine, Hugo, pour les principaux axes. On va vous diffuser un exemplaire de ce document qui sera bien sûr également diffusé sur le net et dont vous allez entendre pendant les prochains jours beaucoup de références à ce document, puisque nous nous appuyons là-dessus également dans les débats parlementaires pour mettre en avant des propositions. Nous avons plus d'une centaine d'amendements qui s'inspirent aussi de ce travail. Clémentine. Alors, nous, on prend le problème dans l'autre sens par rapport au gouvernement, parce qu'on commence par essayer de prendre en considération les causes des migrations. La mobilité internationale est évidemment une chance et peut-être bénéfique, mais on sait très bien que parmi les migrations, il existe de très nombreuses migrations qui sont liées à des personnes qui fuient la guerre et la misère. Et donc, si on prend en considération cela, et que d'ailleurs, quand on parle de l'immigration, on ne parle pas des élites de la mondialisation, on parle en général des populations qui sont pauvres, qui se déplacent dans l'urgence et qui se trouvent donc face à des difficultés qui sont des difficultés de vie majeures. Donc, si on prend en considération ces populations, on voit bien que nous avons un impératif à chercher des solutions internationales pour empêcher, autant faire se peut, hein, on n'est pas tout puissant, mais autant faire se peut, l'engrenage de la guerre et pour accompagner un partage des richesses qui aujourd'hui n'est pas du tout à l'ordre du jour de la globalisation néolibérale. Alors, nous proposons très concrètement déjà qu'il y ait une conférence annuelle internationale sous l'égide de l'ONU, et nous y tenons, qui permettrait précisément de prendre en considération ces questions, de les traiter à une échelle mondiale. Il nous faudrait également avoir une organisation mondiale des migrations pérenne, avec des moyens qui soient là aussi adossés à l'ONU, étant entendu qu'il est vraiment plus que temps que la France prenne position pour modifier l'architecture même de l'ONU et les équilibres internes de l'ONU. C'est-à-dire que la refonte de l'ONU fait partie aussi des enjeux, et à l'intérieur, il faudrait que nous ayons une ambition pour le traitement des migrations. À l'échelle européenne, tout le monde a pointé la responsabilité d'une solidarité européenne. Bon, de ce point de vue, il faut commencer urgemment par suspendre ce qu'on appelle le règlement de Dublin. C'est souvent très incompréhensible, le règlement de Dublin, parce que justement, les responsabilités des uns des autres ne sont pas claires, mais en tout cas, ce qui est absolument sûr, c'est que
ça complique la vie des personnes qui cherchent à avoir des titres de séjour. C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Et donc, nous proposons la suspension de cet accord et une renégociation pour avoir un accord qui soit plus soucieux de donner des conditions décentes d'accueil pour ces personnes. De la même manière, ce qui a été négocié au Touquet avec la frontière, qui est une frontière terrible avec la Grande-Bretagne, puisqu'on sait très bien qu'il y a là un point de passage plus que problématique. Donc là aussi, nous estimons que l'accord du Touquet n'est pas acceptable et qu'il faut renégocier ce que nous avons, ce qui a été auparavant négocié pour éviter ces points de passage et ces poches. Je voudrais dire une autre chose sur le traitement international, parce qu'on a bien vu dans la géopolitique récente, par exemple, les relations avec la Turquie et la difficulté que le président de la République a eue à tenir tête à Erdogan était liée au fait que, par exemple, je prends cet exemple, la Turquie, on essaye de l'aménager parce que si elle peut endiguer le flux de migrants, c'est bien. Donc on se retrouve avec des principes de droits humains qui sont bafoués au nom d'intérêts géostratégiques pour empêcher les migrants de venir. Je le redis, ça a été dit, Daniel l'a dit, et nous ne cessons de le marteler dans ce débat sur cette loi droit, asile et immigration. Faisons très attention à ne pas accepter la rhétorique de l'extrême droite sur la submersion migratoire. C'est faux. Voilà, c'est un argument qui est faux. En revanche, quand il y a à un moment donné, évidemment, un foyer de guerre, un foyer précis de misère, pof, il peut y avoir des circulations et donc il faut être capable de les prendre, de les assumer et de faire vivre notre part d'humanité qui est évidemment fondamentale. Mais de la même manière, quand la France reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite pour lui vendre des armes, et là aussi, les droits humains... Le président de la République s'assoit dessus. Il n'a pas de problème à dialoguer avec des dictateurs. Alors pour certains, il faut vite agir et entrer en guerre. Pour d'autres, visiblement, et l'Arabie Saoudite, par exemple, vous le savez, a quand même quelques responsabilités au compteur, et je le dis avec euphémisme, dans ce qui se passe au Yémen, où là, la misère, la guerre, les morts, c'est absolument terrible. Et pour autant, le président de la République, la France, continue à vendre des armes à un État qui, évidemment, s'en sert. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'avoir une cohérence géostratégique et une cohérence d'intervention, parce qu'on ne peut pas à la fois contribuer à un engrenage de guerre et à un engrenage de misère, et en même temps nous expliquer qu'on va refouler tout le monde et que bon. Donc il faut prendre en considération sérieusement les enjeux géostratégiques. Et je termine en vous disant que l'aide au développement, qu'il faudrait sans doute redéfinir dans ses objectifs, mais contrairement à ce qu'a dit le président de la République, qui voulait le porter à 0,55, je crois, enfin 5 en tout cas, du PIB. Vieille revendication, même si en réalité il faudrait... Non, il avait dit, lui, 0,5. L'objectif de 0,7, c'est le nôtre. Et même, on devrait très logiquement pouvoir monter jusqu'à 0,9. Mais mettons 0,7. Non, mais les chiffres paraissent un peu... Mais il faut entendre. Aujourd'hui, on est à 0,36% du PIB qui est affecté à l'aide au développement. Et le président de la République, qui veut porter ce chiffre à 0,5, a commencé pour son budget 2018 à diminuer l'aide au développement. Donc c'est juste pour vous dire qu'on se moque de nous et que toute politique qui peut permettre de prendre à bas-le-corps ces questions suppose de sortir de l'austérité budgétaire et de sortir du libéralisme économique. Vous aviez Justin Trudeau hier et encore ce matin en commission le ministre du Commerce qui nous ont vanté le CETA, parce qu'ils sont venus quand même pour cela, avec de belles paroles. Mais là aussi, vous allez voir que tous ces traités de libre-échange qui sont en train, nouvelle génération, qui sont en train d'être adoptés, vont être des foyers de concurrence et d'abaissement du niveau de vie pour le grand nombre. Donc c'est toute cette logique qu'il faut remettre à plat. Et nous sommes évidemment candidats pour ce projet. Tu fais quoi, toi ? Accueillir. Accueillir. Bien, merci. Alors, une fois qu'on s'est attaqué aux causes des migrations un peu sérieusement, il faut ensuite que les personnes qui arrivent sur notre territoire soient accueillies dans de bonnes conditions. Ça ne peut pas être le bordel généralisé tel que c'est à l'heure actuelle qui conduit des gens à être dans la rue, être dans la détresse, dans la misère. Sachant qu'en plus, l'État, le gouvernement, a une part de responsabilité dans ce désordre permanent.
ne serait-ce qu'en région parisienne, mais aussi l'exemple de Calais où je me suis rendu sur place, où on voit des situations complètement ubuesques, où vous avez le président de la République qui arrive au mois de janvier, qui explique que c'est pas bien de mal accueillir les gens, ok, on peut être d'accord, et que du coup, il faut que l'État distribue des repas, parce que c'est la moindre des choses, très bien, qui mandate une association pour qu'il y ait ces distributions de repas, alors qui se partage en réalité le terrain avec l'association historique de l'auberge des migrants, parce que beaucoup de personnes, au début, et encore maintenant, n'osaient pas aller prendre leur repas auprès de l'association mandatée par l'État. Parce que si vous allez sur place, vous verrez, vous arrivez, il y a quelques quarts de CRS pour aller prendre votre repas autour de l'association. Ça ne donne pas un climat, je veux dire, d'accueil convivial, pour prendre un bon repas, se restaurer, etc. Et vous avez du coup une sorte de cynisme aussi où on a ce gouvernement, ce ministre de l'Intérieur, j'allais dire sinistre de l'Intérieur, comme je le dis souvent, qui, pendant qu'il distribue des repas, fait détruire les tentes des personnes migrantes qui sont sur place. Certaines, d'ailleurs, sont en train de prendre un repas au moment où ça se passe. Et si vous n'êtes pas là pour récupérer vos affaires, ça finit à la benne. Donc vous voyez le côté cynique, hallucinant de on ne veut pas de point de fixation, du coup c'est un problème, etc., qui fait que nous n'accueillons pas dans de bonnes conditions. Alors, au-delà de ce constat, vous avez aussi tout un tas de structures d'accueil, en théorie. Alors, il y a 11 types de structures différentes. Vous avez les CADA, les CPH, les CPA, les CAO, les ATSA, les CAES, enfin je ne vous ferai pas toute la liste, mais honnêtement je suis incapable de vous la sortir de tête et je suis incapable de vous dire quelle structure fait exactement quoi précisément là comme ça de tête, tellement c'est complexe. Gérard Collomb non plus évidemment, et les migrants encore, les personnes migrantes encore moins évidemment. Donc il est impératif que nous ayons à la fois les moyens suffisants pour accueillir et une simplification de la manière dont on accueille. Ça ne peut pas être le parcours du combattant permanent, parce qu'à la fin, justement, on crée de la précarité, on crée de la détresse, et on crée même des morts. Ça a été rappelé par Daniel tout à l'heure, à très juste titre. Sans compter les mesures répressives, je vous ai parlé des tentes qui sont soit lacérées, soit complètement mises à la benne à Calais, mais vous avez un peu partout dans le pays, sur certains points qui concentrent un peu plus les problèmes, des violences policières qui ont été maintenant reconnues par un certain nombre d'ONG. Le gouvernement et le sinistre de l'Intérieur tardent à les reconnaître lui-même, mais on crée des conditions et un climat où on met même les policiers, les CRS, dans une situation d'être en situation de violence policière permanente, ce qui n'est pas acceptable ni pour les personnes migrantes, ni pour ce qu'on donne à faire à nos policiers. Tout ça est terriblement inefficace, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps humain, beaucoup d'argent dépensé à mal accueillir les gens. Donc, nous avons un certain nombre de propositions dans cette deuxième partie. Et d'abord, rappeler l'accueil inconditionnel respectueux des droits fondamentaux et des normes internationales. J'ai vu dans l'hémicycle que quand on parlait d'accueil inconditionnel, tout de suite on nous repeignait comme ceux qui voulons accueillir toute la terre. C'est un peu ça. Or, l'accueil inconditionnel, ce n'est pas ça. L'accueil inconditionnel, c'est que quand vous avez une personne en situation de détresse sur votre territoire, d'abord vous l'accueillez, vous la mettez hors de danger, pour ensuite examiner sa situation. Mais d'abord, l'accueil est inconditionnel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que visiblement, le ministre de l'Intérieur n'a pas trop son truc, la rapporteure sur le texte non plus, mais j'aimerais que ça puisse être entendu, et c'est d'ailleurs dans notre droit, je le rappelle, cet accueil inconditionnel. Ce n'est pas une invention gauchiste de la France insoumise, c'est tout simplement ce qui est dans notre droit. Donc on propose, à très court terme, de créer des places, des centres humanitaires provisoires aux normes internationales, là où il y a vraiment des situations qui sont critiques, et la création de 10 000 places supplémentaires dans structures de type CADA, suivant les recommandations de Forum Réfugiés COSI.
La mise aux normes internationales de l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire français, des structures d'accueil, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 11 types de structures, donc vous doutez bien que dans tout ça, tout n'est pas forcément aux normes. Il y a une part de ça qui est déléguée en plus en gestion privée, avec plus ou moins de succès. Et donc, il est temps que l'État se reprenne la main sur tout ça et se montre à la hauteur de ce qui serait un accueil digne. Évidemment, on propose la création d'un guichet unique de l'accueil, ce qui permettrait d'éviter le parcours du combattant et le casse-tête de l'accueil dans ce pays. La réorientation aussi dans des structures d'hébergement et d'accompagnement de type CADA ou d'hébergement sociaux intégrés, qui sont pour les primo-arrivants précaires pour le temps du dépôt de leur instruction, etc. Vous savez qu'il y a tout ce laps de temps entre le moment où vous pouvez avoir un premier rendez-vous à la préfecture où vous êtes là, vous êtes personne en réalité, vous n'êtes rien, et vous êtes livré à vous-même. Alors le gouvernement peut bien dire oui, mais nous voulons réduire à 3 jours le délai pour obtenir son ticket pour ouvrir droit à. En attendant, pour tous ceux qui ont pu regarder le projet de loi de finances 2018, voient bien qu'il n'y a pas les moyens suffisants et les effectifs suffisants dans les préfectures pour arriver à cet objectif. Alors je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais pour moi, en l'état actuel des choses, ça me semble mission impossible. Et pourtant, on supprime 1330 postes au sein des préfectures pour le budget 2018. On aurait peut-être mieux fait de les garder pour un accueil digne des personnes sur le territoire national. Et en parallèle, nous proposons évidemment de lancer un grand plan national de renfort des structures de mise à l'abri d'urgence en général pour toutes les personnes sans abri. Je dis pour toutes les personnes sans abri, quelle que soit leur nationalité, leur nom, leur couleur, leur taille, peu importe. Quelqu'un qui est sans abri doit être mis à l'abri. Point. Évidemment, se donner les moyens d'un accueil spécifique des mineurs. Vous savez que c'est un sujet particulièrement inquiétant dans le pays, dont ce texte de loi ne fait pas état en réalité, et ne se propose pas de régler la situation. Et on veut qu'il soit rendu effectif, cet accueil des mineurs, et pour ça, il faut des moyens supplémentaires. Ça, on rentre dans les évidences. Suppression des tests osseux qui sont tout bonnement inefficaces en vue de déterminer l'âge des jeunes isolés. L'interdiction de la mise en rétention des personnes mineures. Vous savez que c'est un des points de débat. Nous sommes pour l'interdiction pure et simple, comme un certain nombre de députés d'ailleurs, y compris de députés de la majorité. Nous ne pouvons nous satisfaire de la proposition du ministre de dire « bon, si on met des mineurs en centre de rétention, promis, ce ne sera pas longtemps ». Non, mais on se moque du monde. On se moque du monde. On prive des enfants de leur liberté. Voilà ce que c'est quand on met un mineur en centre de rétention administrative. On prive un enfant de sa liberté. Voilà. Et pour nous, ce n'est pas acceptable. Et puis augmenter les fonds alloués à l'aide sociale à l'enfance dédiés à l'accompagnement des mineurs précaires. Évidemment, il faudra dans tout ça valoriser les initiatives citoyennes et les solidarités en réseau en mettant fin au délit de solidarité. J'ai vu aussi les explications du ministre qui nous expliquait qu'il n'y avait pas en fait vraiment de délit de solidarité, qu'il y avait une sorte de quiproquo dans le pays qu'on avait mal vu, mal compris, mal regardé. C'est pas comme s'il y avait des personnes qui avaient été condamnées. Non, bah non. Donc, il faut mettre fin à ce délit de solidarité. Voilà pour ce qui est de l'accueil. Merci. Bien, donc on a expliqué que la question des causes était pour nous prioritaire. Et notre idée, en gros, c'est que tant qu'on n'a pas réglé les causes, dans lesquelles Clémentine a expliqué, notre pays a des lourdes responsabilités, comme la plupart des pays développés, il faut gérer les conséquences. Donc, nous avons abordé cette question comme souvent avec l'idée de savoir qu'est-ce que nous ferions concrètement si demain nous gouvernons le pays. J'allais dire aussi en répondant quelque part à la feuille de route un peu bizarre, pour ne pas dire plus, que nous propose le gouvernement, puisqu'il mélange, et c'est largement dénoncé par les personnels de l'OFPRA et CNDA, la question du droit d'asile et les politiques migratoires. Bien. Donc sur la question du droit d'asile, ça vient d'être dit, nous voulons vraiment garantir le fait que les procédures et l'obtention du droit d'asile, donc ça passe par une procédure unique pour les demandes d'asile, ça passe par évidemment la suppression de toute procédure accélérée, donc c'est à rebours de ce que propose la loi. Ça passe également, et nous allons de ce point de vue-là beaucoup plus loin que le rapport Taché,
sur le fait que la meilleure manière à un moment donné de respecter le droit des personnes en demande d'asile, c'est le fait qu'ils puissent vivre en France. Donc ça veut dire qu'ils puissent être autorisés à travailler dès leur arrivée sur le territoire pendant la période d'examen de leur dossier. Ça passe par une revalorisation de l'aide. Je crois que ça a été largement dénoncé, y compris par le Conseil d'État à plusieurs reprises, que l'aide accordée aux demandeurs d'asile, c'est même pas de la mendicité, on ne peut pas vivre avec ça. Donc nous sommes pour revaloriser considérablement l'aide des demandeurs d'asile. Et ça passe aussi, troisième point, par le fait d'augmenter les moyens de valorisation des statuts des employés de l'OFII, de l'OFPRA, du CNDA. Ça fait partie de leurs revendications actuelles, en plus de celle de s'opposer à la question de la réforme. Ça passe aussi par être capable à un moment donné d'aller jusqu'au bout de la logique des accords de Genève de 51 sur le droit d'asile. Et de ce point de vue-là, il y a deux questions qui nous semblent pouvoir rentrer dans le droit d'asile. La première, c'est d'élargir la question du droit d'asile, non pas seulement par rapport au pays d'origine, mais par rapport au pays de transfert. Autrement dit, il ne suffit pas de dénoncer ce qui s'est passé en Libye, notamment en termes de trafic d'esclaves. Il faut reconnaître aussi que quelqu'un qui passe en Libye, qui migre pour des raisons qui ne sont pas forcément celles reconnues par les conventions de Genève, mais de par la dureté même de ce qu'ils vivent, par exemple dans ces pays-là, en Libye c'est la réduction en esclaves, et bien du coup, j'allais dire quelque part, le pays de transfert leur vaut, qualifie le fait que du coup ils rentrent dans les demandeurs d'asile. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais ça veut dire qu'on ne regarde pas seulement le pays d'origine, mais on regarde aussi leur parcours de migration pour juger ou pas de la question du droit d'asile. Et c'est la même chose sur, pour nous, le souhait d'une remise en place d'un droit d'asile pour les combattants de la liberté qui existait dans la Constitution de 1946, qui était résulté de la Révolution française et qui explique que le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Ça, c'est pour le droit d'asile. La caractéristique nouvelle que nous revendiquons, et là c'est une nouveauté, j'attire votre attention là-dessus, c'est le fait que, en gros, vous avez 40 000 primo-arrivants qui sont déboutés par an au niveau de l'OFPRA. Bon, la solution que donne le gouvernement, c'est on les vire. C'est ça la logique. Très franchement, en même temps, nous disons que c'est inefficace parce qu'à moins de transformer la France en un pays qui n'a plus aucun rapport avec un état de droit, à moins de mettre des moyens financiers énormes, c'est pas vrai. On n'expulsera pas 40 000 personnes, on ne sait même pas où les expulser. Donc tout ça est plutôt une politique de dissuasion et de marginalisation de l'immigration. Mais nous, on veut l'aborder clairement. Nous disons et nous assumons, peut-être qu'un jour, si on n'arrive pas à régler la question des causes, la question de ces migrations forcées et contraintes deviendra comme pour des pays du Sud entre eux, parce que c'est les pays du Sud entre eux qui aujourd'hui, j'allais dire, ont les plus importantes migrations climatiques et autres, mais tant que deviendront peut-être impossibles à gérer de manière réelle, parce que là, on en sera sur des centaines de milliers de personnes qui arrivent par an, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut arrêter avec les fantasmes. Bon. Et donc, nous sommes pour assumer le fait que la plupart de ces déboutés du droit d'asile, eh bien, nous puissions les faire rentrer dans une politique migratoire et les accueillir en France. Et pour ça, nous proposons de créer un statut de détresse humanitaire pour des raisons climatiques et économiques qui permettrait du coup, eh bien, à partir de là, d'avoir un droit au séjour en France pour ces personnes-là, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour les expédier on ne sait où, dans les conditions que nous avons décrites. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. J'ajoute que 40 000 personnes par an, c'est 0,06% de la population française. Il n'y a aucune submersion. Et au contraire, si on anticipait la gestion de ces personnes-là en lien, par exemple, avec l'aménagement du territoire, en lien avec des secteurs professionnels en manque de main-d'œuvre, etc., enfin, s'il y avait une vraie politique d'accueil, je crois que nous aurions une politique beaucoup plus efficace et en même temps plus humaine que celle du gouvernement. Voilà, là, ça c'est une chose. J'attire votre attention, que nous revendiquons, je crois qu'on est les seuls à l'assumer et à le dire très clairement là-dessus. Bon, pour le reste, ça a été dit en termes de politique d'hospitalité et de solidarité à l'instant. Je me permettrai juste de dire que nous voulons mettre fin à l'automaticité des obligations de quitter le territoire, les OQTF, renforcer l'obligation de motivation et supprimer la procédure des OQTF 6 semaines. Nous voulons faire aussi en sorte... c'est une deuxième mesure et j'arrêterai là après. Le reste, je vous invite à le lire dans le document, ne pas faire de paraphrase. Mais pendant des années, on a vécu dans ce pays avec l'idée d'une migration pas zéro, parce qu'on sait qu'en gros, il y a 200 000 arrivées, 120 000 personnes qui repartent. Mais quand même, depuis la fin des années 70, c'est l'idée que les frontières se fermaient, il n'y a pas de migration. Sauf qu'il y a une migration.
Il y a une migration ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, les besoins de l'économie française font qu'il y a une migration. Et cette migration-là, nous sommes pour faire en sorte d'arrêter que ce soit des trappes de marginalité, pour les personnes qui le vivent, d'arrêter aussi que ce soit éventuellement à certains moments d'être un moyen pour entraîner vers le bas le prix du travail en employant des travailleurs sans papier. Donc nous sommes pour régulariser toutes les travailleuses et travailleurs sans papier. Nous sommes pour régulariser tous les enfants qui vont à l'école et leurs parents, et nous sommes pour régulariser les étudiants aujourd'hui qui sont dans les facultés et qui ont, je dois le dire, toutes les peines du monde aujourd'hui, même quand ils sont rentrés en France avec des papiers, mais il suffit de redoubler et vous perdez éventuellement vos moyens, qui ont toutes les peines du monde, y compris quand ils ont des preuves de leur étude, à aujourd'hui pouvoir le faire dans des conditions légales. Donc c'est aussi quelque chose qui nous paraît important à dire, et là aussi efficace, parce que ce sont toutes des personnes intégrées et qui participent à la richesse du pays. Merci. Je vais conclure et puis nous aurons l'occasion peut-être de répondre plus en détail à vos questions. On a abordé très synthétiquement les axes de nos propositions. Mais donc pour rappeler comment se place la France insoumise dans ce débat, d'une manière globale, en rappelant les faits, non, la France n'accueille pas toute la misère du monde, parce que la majorité des migrations se font entre régions, y compris quand il s'agit des migrations forcées, des personnes déplacées. Ce n'est que 17% de ces réfugiés qui sont aujourd'hui accueillis en Europe, 17%. Ce sont les pays du Grand Sud qui, en majorité, assument leur devoir d'accueil, les pays limitrophes des foyers de guerre. Donc, pour nous, c'est important de rappeler ça parce que, justement, on a une position réaliste et raisonnée, et la raison, c'est ça. Ce sont ces chiffres. Je vous renvoie aux travaux du HCR et de l'Organisation internationale des migrations. Donc, nous n'accueillons pas toute la misère du monde, mais nous assumons ce devoir d'accueil des personnes qui sont aujourd'hui sur notre territoire dans des situations de vulnérabilité, dans des situations de précarité extrême, et y compris aujourd'hui, ce sont les citoyens, et je le rappelle, nous saluons vraiment très fortement l'action des citoyens, des habitantes qui ont aujourd'hui permis à des migrants et des migrantes d'avoir des petits déjeuners, qui les aident quand ils en rencontrent au bord de la route pour leur apporter leur soutien. Ce sont aujourd'hui ces personnes qui font ce que devrait faire l'État, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Hugo Bernalicis, quand une personne est dans une situation de vulnérabilité et de danger, on lui trouve un toit, on lui trouve de quoi se nourrir. Et cet accueil-là, c'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel, ce que défendent les associations, et nous les soutenons de ce point de vue. Et pour terminer, nous sommes pour avoir une stratégie au niveau national, au niveau de l'ensemble du territoire. Nous avons les moyens aujourd'hui en France. Et encore une fois, c'est ce que ne se donne pas le gouvernement. La richesse de ce pays peut être partagée différemment. Les choix politiques peuvent être faits pour permettre à ce que les personnes qui ont droit à l'asile, y compris qui sont reconnues comme telles, on en a rencontré beaucoup qui se trouvent aujourd'hui à dormir à la rue parce qu'il n'y a pas les structures pour les accueillir. Et puis les personnes migrantes qui pourrait et devrait avoir droit, y compris à d'autres titres de séjour, si on avait une justice, si on avait des procédures qui ont les moyens d'aller jusqu'au bout, puissent être régularisées. Voilà, en quelques mots, nos propositions que nous allons défendre dans les prochains jours au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons bien sûr des amendements également sur la suppression de toutes les procédures dérogatoires de justice bis, contre l'enfermement des enfants, la réduction du délai. Enfin, vous connaissez le dossier du projet de loi. Nous pouvons aussi vous transmettre l'ensemble de nos amendements. Donc voilà notre positionnement, je le répète, qui est à la fois solidaire, humaniste et réaliste. Nous sommes les seuls à prendre en compte la réalité telle qu'elle est, qui est celle des migrations, qui est celle de la précarité, et puis qui est celle aussi des moyens que nous avons véritablement aujourd'hui en France à accueillir dignement les personnes qui sont sur notre territoire, et y compris à jouer un rôle d'avant-garde au niveau européen et international pour que changent ces politiques aujourd'hui qui ont, et je termine là-dessus, au final, comme résultat, plus de précarité, plus de vulnérabilité, et y compris plus de morts aujourd'hui sur toutes les routes de migration. Merci. Si vous avez des questions. Oui. Oui, Fabrice Montou de l'AFP pour M. Coquet. Donc juste pour bien comprendre, sur les 40 000 députés, vous êtes pour qu'il n'y ait pas de reconduite à la frontière et qu'il se soit accordé un statut de détresse humanitaire. Vous assumez le fait que,
enfin, vous expliquez pas de reconduire. On assume le fait qu'on crée ce statut qui va sûrement recouper une bonne partie. Par exemple, aujourd'hui... Je pense aux Albanais qui sont la première nationalité, aujourd'hui, ce n'est pas pour des raisons politiques. Non, 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 ils viennent pour des raisons économiques. Alors en plus, ou par exemple les Haïtiens, qui sont aujourd'hui, je crois, la deuxième nationalité déboutée, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, très clairement, ils rentrent très certainement pour beaucoup. Alors il faudra préciser ce statut en temps voulu. On n'a pas été jusqu'au bout de la définition, mais très clairement, c'est de créer un statut qui permette à un moment donné à des gens qui, pour des raisons économiques ou climatiques, viennent en France et dont on analyse qu'elles sont telles qu'elles valent des détresse humanitaire, de pouvoir être accueillis en France. Voilà. On a quand même, excusez-moi, avec nous d'agence Reuters, on a du mal à comprendre que créer un statut de détresse économique n'attire pas le monde entier en France. Mais oui, vous savez, alors, la France est dans la France. oui, d'accord, la France est la France, mais bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, créer ce statut de détresse, il y a le mot détresse. Donc ça ne veut pas dire qu'on ouvre les frontières de manière globale à quiconque veut s'installer. On n'est pas sur la liberté d'installation, on n'est pas sur ce critère-là. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons en fait, c'est que la question du droit d'asile ne suffit plus, j'allais dire, à analyser toutes les situations de personnes qui sont, on va dire très clairement, presque en danger de vie du fait de conditions qui ne sont pas seulement des conditions politiques ou de guerre. Ça, c'est notre analyse, et notamment pour des raisons pour lesquelles notre pays est engagé. Les questions de libre-échange, les accords de libre-échange APE au niveau européen qui sont contractués actuellement avec l'Afrique de l'Ouest vont ruiner des économies qui sont déjà très fragiles. Donc nous estimons avoir notre responsabilité sur les raisons économiques pour lesquelles des gens viennent de plus en plus souvent d'Afrique de l'Ouest vers notre pays. C'est la même chose sur la question du climat. On ne peut pas penser que les premiers responsables de la question de la dégradation du climat soient les pays du Sud. Bon, chacun le constate uniquement par la production, j'allais dire, en termes de carbone par individu de différents sociétés dans le monde. Donc voilà, on vous le dit, on assume que... attendez, laissez-moi finir. On assume que sur ces raisons-là, eh bien, nous puissions créer un statut. Il faudra affiner la définition de ce statut, comme on le fait, mais très clairement, d'après nos calculs, ils prendront effectivement en charge un bon nombre, peut-être pas la globalité, mais un bon nombre aujourd'hui de ceux qui sont déboutés du droit d'asile, d'après les analyses qu'on a fait, y compris avec l'OFPRA, de ces chiffres. Donc, pour vous dire, oui, nous revendiquons le fait que la France est capable d'accueillir, tant que les causes ne sont pas réglées. Nous le disons, si les causes ne sont pas réglées, de toute façon, on va avoir une situation sur la planète qui deviendra ingérable. Donc, on a intérêt à les régler. Et la question des migrations ne sera pas la seule question. Mais tant que les causes ne sont pas réglées, notre pays a une capacité d'accueillir quelques dizaines de milliers de plus de personnes par an. Est-ce que ça fera appel d'air ? Moi, très franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas pour une bonne raison. C'est que ces personnes-là, aujourd'hui, je vous ferai remarquer qu'elles viennent. Elles traversent la Méditerranée au risque de la plus grande catastrophe maritime civile de tous les temps, 4000 morts en Méditerranée. Elles passent l'école alpin, et ce n'est pas seulement les demandeurs d'asile au stand stricto sensu. Donc si elles font ça avec ces risques-là, de penser que parce qu'on crée des conditions toujours plus dures, elles ne viendront pas, ça c'est faux. Donc nous préférons assumer les conditions. Bien évidemment, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de le défendre au niveau européen. On va même essayer de le défendre au niveau international, à travers notamment cette conférence internationale des migrations. On ne va pas essayer de le faire de manière franco-française. Mais nous sommes pour envoyer un message. Il n'est pas possible que les pays du Nord, pour aller vite quand je dis ça, ne regardent pas la situation qu'ils ont déclenchée d'un point de vue économique et climatique. Donc voilà, nous l'assumons et nous le disons. Je voudrais rajouter un point. Il ne s'agit pas de sous-statut. Et justement, si on pose la question au niveau international, c'est pour mettre en place de vrais statuts. On parle de détresse climatique et humanitaire, dont les causes peuvent être multiples. Donc ce ne sont pas des sous-statuts. Et y compris, il y a l'enjeu de la lecture politique qui est faite de la Convention de Genève. Parce qu'il y a aussi des marges de manœuvre dans la Convention de Genève. Comment est-ce qu'on l'applique ? On ne l'applique pas de la même manière selon les pays. Donc cette bataille-là, qui est une vraie discussion légitime au niveau international, nous sommes pour que la France la mène et en apportant y compris des propositions comme cette idée de nouveau statut, sur un point. Le deuxième point, et je pense qu'il faut le marteler parce que ça fait tellement d'années qu'on entend cette chose-là, la France, l'Europe n'accueille pas toute la misère du monde. Ce n'est pas vrai. Quand vous disiez on va ouvrir les portes et les gens vont venir, ils ne viennent pas. La majorité des gens, encore une fois, quand ils sont contraints
obligés de quitter leur famille, de quitter leur pays, ils vont dans la région voisine pour les déplacements internes à des pays, dans le pays limitrophe, y compris parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Et quand c'est plus large comme arc, c'est dans la région. Donc, non, l'Europe, ni la France n'accueillent aujourd'hui toute la misère du monde. La misère du monde, ce sont les pays du Grand Sud qui l'accueillent, y compris dans des conditions, on va dire, en termes de stabilité politique ou économique, qui sont, je veux dire, bien plus difficiles que les nôtres. Donc, on va continuer à le marteler parce qu'on se rend bien compte à quel point ces idées, ces fantasmes, ces caricatures sur la réalité, et c'est pour ça que nous sommes les réalistes dans la situation. Rappelons les chiffres, rappelons cela. Ce que l'on accueille, pour finir, y compris, on pourrait faire des comparaisons au niveau européen. On parle souvent de l'Allemagne, de ce qu'a fait aujourd'hui la France au niveau européen en termes d'accueil, qui est de 2 fois à 5-6 fois bien moindre que ce qu'un pays comme l'Allemagne a fait comme capacité d'accueil. Donc on voit que c'est possible sur un territoire, une économie équivalent au nôtre. Donc c'est possible. Ce n'est pas, encore une fois, des fantasmes. On aurait les moyens de le faire si on avait une volonté politique. Madame Merkel, par ailleurs, dont vous savez que nous sommes très critiques en termes politiques, économiques, etc., à un moment donné, fait ce choix-là, stratégique, y compris qui répond à des besoins. Nous pourrions en faire un similaire, et c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Donc, encore une fois, parlons des chiffres, sortons du fantasme, assumons notre devoir d'humanité, et nous sommes en capacité de le faire. Ajouter juste un petit mot. C'est juste pour ajouter un petit mot, d'abord sur le déracinement, parce que vous avez l'air toujours de penser, quand on défend cette thèse de on ne peut pas accueillir la misère du monde, que c'est si facile de quitter son pays et de débarquer, et que, y compris les personnes qui sont en situation de détresse, connaissent parfaitement le droit français. Donc ça, il faut quand même juste se remettre dans le monde réel, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et surtout, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de durcir considérablement les conditions d'accueil. C'est-à-dire que son objectif est d'expulser plus et de régulariser moins et de casser le droit d'asile. Et donc, il faut comprendre que leur logique, elle est celle-là, alors qu'on est la 6e puissance économique mondiale et que nous avons une responsabilité dans les foyers de guerre et de misère. Et donc, nous, on met le braquet dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on estime qu'à l'inverse, au regard de la situation internationale et de notre tradition d'accueil en France, on a la responsabilité de tendre la main et donc de ne pas durcir les conditions d'accueil, mais au contraire d'ouvrir les possibilités. concerne aussi Mayotte et la Guyane. Et deuxième question, pour ceux qui vont à Calais, un certain nombre ne veulent pas venir en France et ne demandent pas l'aller en France. Quelle est votre position là-dessus? Suspension et renégociation des accords du Touquet, effectivement. Donc ça fait partie des propositions que nous mettons en avant. Nous assumons également que ce soit sur l'ensemble du territoire français, dans l'ensemble de la République, que ces propositions soient appliquées, en tenant compte, y compris, des difficultés réelles. Notre collègue Jean-Hugues Ratenon était à Mayotte pendant les mobilisations, donc nous avons totalement conscience, encore une fois, des difficultés de ces territoires, mais nous posons le curseur, y compris par exemple sur la question de Mayotte, sur le rattrapage nécessaire bien plus largement que sur la question migratoire, parce que on le sait, et ça a été défendu, y compris par des élus locaux, que les moyens qu'il y aurait à mettre, c'est bien plus sur les questions sociales, économiques, la formation, la santé, ce rattrapage-là dont il y a besoin, et c'est ça qui ferait baisser ce qu'on appelle la pression migratoire et les difficultés de ces territoires. Et c'est pour ça, et j'en profite pour le dire, que notre politique au niveau migratoire, elle est cohérente avec ce qu'on défend par ailleurs en termes économiques, sociaux, et ça s'applique sur le territoire métropolitain, ça s'applique sur l'ensemble du territoire national, parce que voilà, c'est l'égalité, et nous ne considérons pas que Mayotte ou la Guyane ou d'autres territoires ultramarins soient des secondes zones où les gens auraient des seconds droits. Non, nous assumons cette égalité républicaine, ces principes. Par contre, nous insistons sur le fait qu'effectivement, à Mayotte comme en Guyane, où j'étais aussi il y a quelque temps, il y a besoin de faire un rattrapage, mais sur l'ensemble des dossiers. J'ai une question subsidiaire. La majorité, beaucoup de monde vous accuse d'instrumentaliser le mouvement étudiant actuel. Non, mais c'est une plaisanterie.
C'est Je sais une pas, conversion. on m'a montré sur des affiches. Oui, oui. Ben, on était, moi j'étais à Tolbiac il y a 2 jours. Bon voilà, on est invité pour faire des conférences, on est invité pour soutenir des assemblées générales. Et oui, nous soutenons le mouvement étudiant face à la répression dont elle est l'objet aujourd'hui, alors qu'elle demande quoi ? Elle remet en cause la sélection qui est introduite à l'université de façon formelle maintenant, avec Parcoursup, et elle demande qu'il y ait des conditions dignes d'enseignement supérieur. Donc on soutient ces revendications et on est aux côtés des étudiants quand ils font face à la répression, soit des présidents d'université, soit des groupuscules d'extrême droite, soit de la demande gouvernementale de répression policière. Et je vous rassure, on n'était pas dans les cheminots qui ont interpellé tout à l'heure M. Macron. Il faut faire attention avec les théories complotistes. Voilà, M. Macron est sur des théories complotistes qui seraient l'idée que quand vous avez 5000 personnes dans une assemblée générale à Rennes, la majorité de ces gens ne sont pas étudiants et qu'il y a 3-4 insoumis derrière qui mettent l'AG en ébullition. Tous les gouvernements qui ont cru ça et qui ont essayé de nous faire croire ça depuis 30 ans, à la fin, ils ont toujours dû céder devant le mouvement. Et la thèse de l'instrument... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ils ont toujours dû céder devant le mouvement étudiant parce que c'est une vision ancienne, d'ancien régime, qui en réalité ne correspond à aucune réalité. Par contre, on continuera à les soutenir, tous ces mouvements. Non, c'était juste pour dire que j'ai eu un cri du cœur que c'est quand même un grand mépris pour les étudiants que de dire qu'ils sont instrumentalisés par la France insoumise. Et ces gens-là qui disent ça n'ont jamais organisé eux-mêmes un mouvement étudiant ou été syndicalistes C'est étudiants, peut-être parce pour que ça. s'ils le savaient, ils sauraient que c'est pas comme ça que ça marche. Exactement. On arrête là, je crois qu'il y a une question.